Elle est ovale. On a construit une sorte de tente, de construction de bois sur laquelle viennent s'appuyer ces colonnettes dorées, ce plafond avec une ouverture sur un ciel nuageux et tout autour de la pièce, évidemment, des draperies. Alors dans un rouge assez solennel, assez lourd. Et alors au centre, un petit lit à baldaquin avec toujours un aigle bien sûr, tout au-dessus. Oui, oui. Vous remarquez d'ailleurs que cet aigle tient dans ses serres des branches d'une plante bien particulière. Il s'agit de pavot, la fleur du sommeil. On a beaucoup raconté sur les liaisons de Joséphine. Napoléon était-il fidèle? Pour beaucoup plus. Bon. Et, enfin, il était probablement beaucoup plus fidèle de leur vie commune. Et simplement, Joséphine, elle, il y a eu une sorte de petit décalage qui est assez curieux. On a l'impression que Napoléon était extrêmement amoureux de Joséphine au tout début, ce qui semble assez normal, mais que Joséphine, elle, n'était pas encore tout à fait totalement conquise et qu'elle a joué un petit peu avec le feu pendant quelque temps. Et lorsqu'elle s'est rendue compte de la personnalité qu'elle avait en face d'elle, on a l'impression que plus le temps avance, et même après le divorce, plus elle est amoureuse de Napoléon. La cause de ce divorce, bon, elle est bien connue, c'est l'impossibilité pour Joséphine d'avoir des enfants, ce qui poussait d'ailleurs Napoléon de son côté à essayer d'en avoir à l'extérieur, dirons-nous, pour bien prouver que ce n'était pas lui qui était en cause et que c'était un problème lié à Joséphine. Napoléon Ier est corse, d'accord, mais c'est à Paris qu'il a fait sa carrière, en tout cas quand il n'était pas sur un champ de bataille. Paris et ses environs restent la région qui garde le plus de souvenirs de l'empereur. Alexia Gaillard a suivi pour nous les traces de Bonaparte en Île-de-France. Nous sortons à peine du château de Malmaison et on ne veut pas perdre le fil de l'histoire de Napoléon et Joséphine. C'est un des couples les plus romanesques de l'histoire de France. On a envie qu'on nous raconte encore leur destinée. Alors nous marchons dans Paris et nous remontons jusqu'au premier chapitre, Alexia Gaillard. Ces deux êtres-là se sont officiellement unis dans un salon qui existe toujours. C'est à l'hôtel Mondragon, aux 3 rue d'Antin, près des grands boulevards. Aujourd'hui, c'est le siège d'une très grande banque du CAC 40 et le salon est devenu le bureau d'un des administrateurs. Vous avez poussé la porte de ce lieu d'exception avec Karine Huguenot, historienne à la Fondation Napoléon et auteure des ballades napoléoniennes dans Paris. On vient de pénétrer donc dans l'ancienne salle des mariages de la mairie du 2e arrondissement, donc salle où a eu lieu la cérémonie qui a uni Bonaparte et Joséphine. On a l'impression de pas d'y être, mais presque on attendrait la robe de Joséphine passer la porte dans l'escalier. C'est vrai que c'est un lieu formidable parce qu'il est resté en l'état. On est tout à fait dans un style rococo, rocaille traditionnel du 18e qui est effectivement complètement en rupture avec le style empire tel qu'on le connaîtra ensuite. Comment s'est passé ce mariage ? Alors le mariage s'est décidé assez vite. En fait, on pense qu'ils se sont rencontrés à l'automne 1795. Joséphine était veuve du vicomte Beauharnais. Elle avait 2 enfants, Eugène et Hortense, dont elle avait la charge. C'était donc une femme seule sous le directoire qui devait se trouver des appuis. Et donc, elle a jeté son dévolu sur un jeune général, le général Bonaparte, qui commençait à faire parler de lui. Et très rapidement, elle a accepté sa demande en mariage. Bonaparte, lui, est tombé éperdu d'amour pour cette femme. C'est une toute petite pièce. Il ne devait pas y avoir grand monde qui assistait à la cérémonie, si ? Alors effectivement, il y avait très peu de monde. Il y avait simplement les témoins et puis les officiers d'état civil. En fait, il est 8h, donc 20h le soir, ce 9 mars 1796, quand Joséphine arrive avec ses 2 témoins qui sont Barrias et Tallien. Barrias et Tallien, donc les 2 hommes forts du directoire à l'époque. Et Joséphine, donc avec ses 2 témoins, arrive également avec l'un des témoins de Bonaparte qui est Calmelet. Calmelet, en fait, est un banquier, c'est un peu son homme d'affaires. Donc, ils sont là tous les 3 et ils attendent. Et c'est finalement vers 22h que Bonaparte se précipite à la mairie, accompagné de son 2e témoin, qui est le capitaine Lemarois, pour que la cérémonie ait enfin lieu. Il y a quand même quelques éléments qui évoquent cette journée du 9 mars 1796. On trouve un document exceptionnel puisqu'il s'agit de la copie de l'acte de mariage. Et ce contrat de mariage, cet acte de mariage est particulièrement intéressant parce que d'abord il nous apprend beaucoup de choses sur cette cérémonie et aussi parce qu'il est truffé d'erreurs.
Première chose tout à fait confondante, c'est que donc le général en chef de l'armée de l'intérieur, tel que Bonaparte donc est décrit, n'est pas général en chef de l'armée de l'intérieur, il vient d'être promu général en chef de l'armée d'Italie, où il va d'ailleurs partir quelques jours plus tard pour remporter les victoires que l'on sait. Ensuite, on le dit né à Ajaccio, effectivement, mais né le 5 février 1768, alors qu'en fait Napoléon est né bien sûr le 15 août 1769. Alors pourquoi ce choix ? D'abord parce que Napoléon voulait se vieillir un peu. On sait que Joséphine était un tout petit peu plus âgée que lui, de quelques années à peine. De même que Joséphine, sur l'acte de mariage, sera rajeunie de 4 ans. Donc en fait, par cet acte de mariage, Bonaparte et Joséphine ont le même âge. Et puis aussi le 5 février 1768, parce que c'est le jour de la vente de la Corse à la France, ce qui est paradoxal, et amusant, parce que ça en fait malgré tout un citoyen génois et non pas un citoyen français, puisqu'en fait le rattachement définitif de la Corse à la France se fera le 15 août 1768, donc quelques mois plus tard. Et ensuite, dernier élément qui aurait pu faire valoir l'annulation finalement de ce mariage, puisque l'acte en lui-même est truffé d'erreurs, c'est que le deuxième témoin de Bonaparte, qui est le capitaine Le Marois, n'est pas majeur. Et donc, il ne peut pas être un témoin officiel, reconnu par la loi en tant que tel, il a à peine 20 ans. Donc, toute une série d'erreurs absolument incroyables, qui sont plutôt courantes à l'époque. Mais tout de même, l'accumulation de ces erreurs en fait presque un cas d'école et tout à fait intéressante. Il faut spécifier que le mariage religieux, puisque là il s'agit bien sûr d'un mariage civil, le mariage religieux sera imposé à Bonaparte, devenu Napoléon, empereur des Français, et Joséphine, à la veille du sacre, le 2 décembre 1804, le cardinal Fesch, qui était donc l'oncle de Bonaparte, n'acceptant nullement qu'une telle cérémonie puisse se dérouler sans qu'évidemment le mariage religieux n'ait été consacré. On vient de loin pour visiter Paris et on vient de loin pour marcher dans les pas de Napoléon à Paris. Je m'appelle Rana, je suis syrienne. Pour vous, c'est un homme célèbre même en Syrie aujourd'hui ? En fait, je sens son âme dans Paris, toujours présente dans toutes les rues, les avenues, les monuments. Sa présence est encore là. Oui, c'est vrai qu'on le voit à tous les coins de rue. C'est que en fait, l'image de Napoléon en Syrie est très forte. Les gens ont une vision de l'histoire européenne assez tronquée, mais l'histoire de Napoléon est assez bien apprise dans les écoles à cause des nombreuses campagnes, en particulier les campagnes au Proche-Orient et en Égypte. En Syrie, c'est un personnage très important. Puis aussi pour tout ce qui a été inventé, qui sert encore dans la vie quotidienne des Syriens, donc le code civil, le baccalauréat, sont des choses très très présentes dans l'imaginaire des gens. Si vous êtes intéressé par le Premier Empire et Napoléon, venez à Paris au début du mois de décembre. Tous les 2 décembre, jour anniversaire du sacre et de la victoire d'Austerlitz depuis 1945, il faut être sous l'Arc de Triomphe, dans le tumulte parisien, place de l'Étoile, en haut des Champs-Élysées. Marc, viens prendre en photo avec lui. Je suis David Chanteran, je suis le rédacteur en chef du magazine Napoléon Ier et de la revue du Souvient napoléonien, qui est l'association napoléonienne la plus importante au monde, qui compte 4000 membres. Et chaque année, donc, nous ravivons la flamme de soldats inconnus avec le Souvient napoléonien, mais également les associations amies autour des grognards qui reconstituent effectivement les soldats de la Grande Armée, mais également de tous les passionnés de l'Empire. Et nous sommes à peu près entre 500 et 600 à peu près chaque année. Alors là, juste en face de nous, on voit les premiers préparatifs. Alors les préparatifs, effectivement, c'est toujours très impressionnant pour le public parce qu'on voit effectivement des chasseurs et des grenadiers, puisqu'on les voit derrière, qui se présentent dans les habits et les uniformes tels qu'ils apparaissaient sous le Premier Empire. Alors, les éléments caractéristiques, c'est bien sûr le bonnet à poil. Le bonnet à poil, ceux que l'on connaît le plus, ce sont les grenadiers, ces fameux grognards dont Napoléon disait qu'ils grognaient, mais qu'ils suivaient toujours. Cette double expression donc des grognards. Vous le voyez, il y a beaucoup d'enfants qui sont réunis autour des soldats parce que ça fascine, évidemment. C'était le thème des petits soldats de plomb, qui nous sont chers. Je me demandais s'il était du 7e hussard et en fait, je me suis trompée. Donc je me suis juste trompée sur la culotte et c'était en fait un chasseur à cheval de la garde. Tu connais tout cela ? Bah oui, je suis passionnée depuis l'âge de 4 ans et je suis inscrite au Souvient napoléonien depuis 2-3 ans. J'ai 11 ans. Je suis Léon. Pour vous, l'Arc de Triomphe, c'est vraiment le lieu emblématique de Napoléon ici à Paris ? Ah, c'est le lieu par excellence. Il en a décidé à la fois la construction, mais autour, il y a ces hauts reliefs qui représentent 1810, donc la gloire nationale, mais également le départ de 1792, la statue de Rude qu'on connaît tous, le départ donc de la Marseillaise, qui montre que
l'armée était soutenue par la Concorde nationale, donc par ces hommes qui avaient pris les armes pour défendre le territoire. Et puis derrière, on retrouve également les bas-reliefs qui se trouvaient réunis autour de Napoléon lors de son mariage avec Marie-Louise. 200 ans après, il y a toujours cette unité autour de Napoléon. Et ce monument de l'Arc de Triomphe, c'est le monument le plus napoléonien qui soit à Paris, parce qu'il représente à la fois la gloire des armées, mais également la concorde civile. Et ça, c'est important. Napoléon est toujours vivant aujourd'hui, sa renommée est toujours présente. Alors étonnamment, elle est plus présente finalement à l'étranger qu'en France. Les étrangers ont une folie Napoléon qui ne se dément jamais. Les plus grandes cérémonies telles qu'elles ont été organisées, ça a été à l'étranger. On parle d'Austerlitz, qui est aujourd'hui en République tchèque. On parle évidemment de Eylau et de Wagram. Wagram qui est aujourd'hui en Autriche et Eylau dans ce territoire russe de Kaliningrad. Eh bien c'est là que les grandes cérémonies ont lieu. À Paris, c'est toujours un petit peu difficile parce qu'on a une position avec Napoléon un peu étrange. On a une difficulté avec notre gloire et avec nos défaites, parce qu'il faut bien aussi les préciser. Napoléon n'est pas uniquement que l'ombre, il y a aussi cette ombre et cette lumière, il y a aussi des éléments un peu difficiles dans la gloire napoléonienne. Mais il s'avère quand même que les Français peuvent se réunir autour de cette gloire napoléonienne, et c'est ce qu'on essaie de faire tous les 2 décembre de chaque année, autour de la flamme du soldat inconnu. Vous pouvez me dire quelles sont les personnes qui viennent d'arriver? Il y a un parterre d'officiers supérieurs, d'officiers généraux. Oui, il y a des gens importants de l'armée, oui. Pour le 2 décembre, heureusement quand même. Ah oui, pourquoi? Parce que c'est une date importante dans l'histoire. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, pour l'histoire française? Une grande période de bouleversement, mais aussi de retour au calme, d'innovation. Et puis beaucoup de gens qui n'étaient pas faits pour ça, qui sont devenus des grands capitaines. Des fils de boulangers, des fils de savetiers qui sont devenus généraux, colonels, parfois maréchaux de France. Les grandes époques de bouleversement sont toujours émouvantes pour les hommes. Et vous êtes qui alors? Moi je suis membre de l'association 10e Escadron, donc en reconstitution historique, donc au chasseur à cheval de la garde impériale. Donc la date est importante pour nous qui sommes amateurs de l'épopée impériale. Ce qui explique que vous avez tous ces poils au-dessus de la tête. Voilà, c'est un callback en ours que nous portons comme à l'époque. Et vous vous sentez bien alors dans cet uniforme? On apprend à bien sentir au début, c'est surprenant, mais on y rentre très très bien après. On a toujours trop chaud. C'est de la laine, du gros drap de laine, il y a plusieurs épaisseurs. La suite des festivités, comment ça se passe? On ranime la flamme avec le dépôt de gerbes. Mais ranimer la flamme, ça se fait tous les soirs en fait. Et tous les soirs à la même heure, une association d'anciens combattants, de régimentaires, historiques, etc. qui ranime la flamme tous les soirs. Ah, c'est le devoir de mémoire qui est là, oui. Vincent, garde-vous! Delbar, garde-vous! Nous sommes les groupies de l'empereur. Il y a les groupies de Johnny et nous sommes les groupies de l'empereur. Qu'est-ce que c'est qu'une groupie de l'empereur? Des admirateurs de Napoléon. Napoléon qui vont sur tous les champs de bataille d'Europe pour assister aux reconstitutions. On fait en ce moment les 200e anniversaire. On a fait Austerlitz, on a fait Iéna, on a fait Friedland, on a fait Naples et puis cet été Wagram. C'est pas du tout du bonapartisme, c'est simplement au niveau culturel. On a essayé de faire revivre et perpétuer des épopées napoléoniennes, aussi bien que ce soit Napoléon que ses armées. Et vous disiez qu'on n'en parle pas assez de Napoléon? Non, surtout dans la jeunesse. Non, pas du tout. Les jeunes ne savent rien et quand ils savent, c'est pour dénigrer, dire des horreurs. Donc voilà. C'est-à-dire comment on est d'une autre, que c'était un dictateur, sanguinaire, enfin voilà quoi. Mais nous, comme on est d'une autre génération, on a eu de la chance d'avoir d'autres professeurs et notre admiration date du lycée. Vous êtes nostalgique de cette période-là? Oh non. Non, pas nostalgique, admirative et on veut aussi qu'il y ait un certain nombre d'idées préconçues qui tombent, quoi, voilà.